Alors, bonjour à tous. On avait fini la deuxième partie du résumé des exposés oraux pour le cours de philosophie, l'être humain, en parlant de l'entrée de l'Occident dans le Moyen Âge puis de la christianisation de l'Empire romain. Là. Maintenant, on va parler un peu de la manière dont l'Occident est sorti du Moyen Âge en développant des, euh, des domaines de connaissances grâce à l'observation puis grâce à l'exploration de la réalité, en prenant un peu ses distances par rapport aux vieux livres sacrés qui nous ont accompagnés pendant le Moyen Âge. En fait, cette histoire-là de la sortie du Moyen Âge pour l'Occident, elle se fait presque pendant le Moyen Âge comme tel, puisque cet esprit-là de recherche scientifique qui va caractériser le siècle des Lumières, puis de construction de connaissances sur la base de l'observation, ben, ces balbutiements peuvent être trouvés assez précocement, notamment par exemple avec la dissection humaine, qui montre bien pendant le Moyen Âge puis pendant la Renaissance que euh, les chercheurs voulaient pas, sur ce front-là, continuer de se contenter de lire les livres d'Hippocrate et de Galien pour s'en inspirer pour soigner leurs contemporains, mais qui cherchaient à avoir une connaissance un peu plus précise du corps humain. Puis, pour y arriver, ben, ils ont pratiqué la dissection humaine, même si il y avait toutes sortes de scrupules, notamment religieux, qui les dissuadaient d'ouvrir le corps humain pour voir son fonctionnement. Corps humain qu'on considérait comme la création directe de Dieu, qui était une sorte de territoire sacré, siège de l'âme. Ben, ce siège sacré-là, on s'est permis quand même, au Moyen Âge puis à la Renaissance, de le disséquer pour en comprendre réellement le fonctionnement, puis pour développer une vision scientifique de ce fonctionnement-là. Même chose pour l'observation des étoiles, même si les textes sacrés nous donnaient une vision du monde dans laquelle la Terre était au centre du monde, créé par Dieu, puis où on était, nous, installés au centre de tout, ben, avec la révolution copernicienne, avec des gens comme Galilée, comme Copernic, puis comme plusieurs autres qui ont observé le ciel, ben, on en est venu à remettre en question ces dogmes-là, puis par proposer une vision du monde qui était un peu plus connectée sur l'observation. C'était la même chose avec les grandes explorations qui nous ont permis de découvrir que le monde était beaucoup plus vaste que ce qu'on avait cru auparavant, puis qui ont aussi contribué à nous faire chercher du côté de l'observation de la réalité les vraies explications du monde auxquelles on allait pouvoir se fier un peu plus solidement que les explications mythologiques. En fait, on fait le même travail en Occident à la fin du Moyen Âge que ce que les Grecs avaient fait lorsque, chez eux aussi, les mythes ont été remis en question avec des gens comme Hécaté de Milet qui soulignait les incohérences dans les mythes lorsqu'il a essayé de les remettre en ordre pour les mettre par écrit. Puis quand Xénophane critiquait les mythes en disant que les dieux avaient des caractéristiques beaucoup trop humaine pour qu'on puisse croire que c'est les dieux qui nous ont créés. C'est plutôt nous qui avons créé les dieux d'après son propos. Vous voyez que la remise en question du discours mythique, elle existait déjà en Grèce antique. Ben, c'est un peu cette remise en question qui se refait à la fin du Moyen Âge puis à la Renaissance. Puis on essaie de fonder notre vision du monde sur la rationalité, sur l'observation, sur l'exploration du réel, les grandes explorations qui nous font découvrir le reste de la planète, qui nous font constater de visu qu'elle est ronde puisqu'on peut en faire le tour, qui nous font constater aussi, lorsqu'on observe les étoiles, qu'on peut avoir une explication beaucoup plus simple du mouvement des corps célestes si on place
le Soleil au centre plutôt que de placer la Terre au centre. C'est cette révolution-là qui nous fait remettre en question l'autorité des livres sacrés pour se baser plutôt sur l'expérience puis l'observation pour développer une vision du monde, bien, ça va nous accompagner par la suite dans la construction d'une vision du monde plus rationnelle. Cette tentative-là d'avoir une vision du monde rationnelle, puis une vision de l'homme qui soit un peu plus rationnelle, on va la voir se manifester chez des auteurs comme Thomas Hobbes puis Jean-Jacques Rousseau qui vont essayer de décrire l'humain en faisant ressortir ses caractéristiques fondamentales. On présente souvent ces deux auteurs-là comme présentant des visions opposées l'une de l'autre concernant l'homme. Hein. Hobbes, c'est celui qui dit que l'homme est naturellement méchant, que l'homme est un loup pour l'homme, hein. Tandis que Rousseau nous dit que l'homme est naturellement bon, mais la société, le fait de vivre en société en vient à le corrompre. Les deux auteurs convergent sur le fait que, compte tenu que les humains, une fois corrompus par la société ou une fois laissés à eux-mêmes dans l'état de nature, se chamaillent, c'est que les deux convergent pour dire que ça prend un état pour gérer les relations entre humains. Il y a Hobbes qui imagine carrément un monstre suffisamment effrayant. Il fait référence au Léviathan, à un état suffisamment effrayant pour que tous les citoyens se tiennent tranquilles puis qu'ils soient pacifiés de cette manière-là par la terreur suscitée par l'État. Rousseau, lui, il imagine que on peut se prescrire nous-mêmes des lois en discutant les uns avec les autres pour se prescrire des lois qui vont préserver notre liberté dans la mesure où la loi qu'on se prescrit nous-mêmes est liberté. Rousseau pense que les humains sont faits pour y arriver dans la mesure où on est bon naturellement, puis si on réussissait à passer par-dessus les mauvais traits que la vie en société nous fait développer, parce qu'on devient jaloux, parce qu'on devient envieux, à force de vivre côte à côte avec des gens qui ont des possessions qu'on n'a pas éventuellement, si on réussissait à se ramener à notre bonne nature fondamentale, on pourrait très bien s'entendre. Puis les deux auteurs nous proposent le contrat social comme chemin pour pacifier les relations entre les individus. Mais vous voyez que ces deux visions de l'homme-là, l'homme qui est un loup pour l'homme, d'après Hobbes, puis l'homme qui est naturellement bon, mais qui est corrompu par la société, d'après Jean-Jacques Rousseau, c'est des tentatives pour essayer de faire une description de l'homme qui vont faire une description rationnelle de ce qu'on est, avec des caractéristiques que tous peuvent comprendre. Ils vont réfléchir à l'état de nature, à comment on serait si on n'était pas transformé par la vie en société, puis transformé par la culture. Fait que c'est déjà le début d'une réflexion qui est super intéressante. Avec Darwin, on va pousser dans la direction de cette réflexion-là. Puis ce que Darwin va affirmer, lui, c'est que nous, humains, on est le fruit d'un long processus d'évolution. On est le fruit, comme toutes les autres espèces vivantes qui existent sur la planète, d'un processus d'évolution qui implique l'intervention du hasard, puis qui implique que ceux qui ont les meilleures chances de survivre en raison de leurs caractéristiques diversifiées vont avoir de meilleures chances d'avoir une descendance nombreuse. Puis c'est comme ça que les espèces vont se diversifier. Les individus, en ayant des bébés en suivant une reproduction sexuée, vont avoir des bébés qui vont être diversifiés. Puis cette diversité-là va engendrer une pression sur les individus qui va être tout aussi diversifiée. Puis, puisque les individus vont vivre dans un milieu qui va mettre sur eux une pression inégale en fonction de leurs caractéristiques personnelles, il va y en avoir qui vont être plus chanceux dans leur reproduction, puis d'autres moins chanceux. C'est comme ça que les espèces vont varier, puis vont habiter le monde dans toutes les niches écologiques qui vont se construire dans le monde. Puis nous, on est l'un des résultats de ce processus-là
qui dure maintenant depuis 3,5 milliards d'années, de transformation graduelle des espèces qui est liée au hasard puis au phénomène de la sélection par la nature de ceux qui ont la chance d'avoir une descendance un peu plus nombreuse. Ça nous a été présenté par Félix Dugal. Puis vous voyez que en ayant cette vision-là de la manière dont l'humain est apparu, là, on arrive avec un discours qui est radicalement différent de celui que les textes sacrés de l'Église nous permettaient d'entrevoir. On n'est plus un être créé par Dieu directement avec les caractéristiques qu'on a aujourd'hui, mais on est plutôt le fruit d'un processus d'évolution qui implique le hasard. Puis ce processus d'évolution-là, ça n'arrête pas aujourd'hui, il continue, puis on continue d'avoir des enfants diversifiés qui vont avoir des chances inégales de se reproduire. Puis c'est ce qui fait que notre espèce continue de changer, d'après Darwin. Vous voyez que c'est très différent de ce que l'Église nous donnait à entrevoir. Il va y avoir plein d'auteurs qui vont partir de ce travail-là, puis qui vont continuer la recherche initiée par Darwin, même que on va supposer que si les espèces peuvent changer, on peut accélérer ce changement-là dans une direction qu'on choisit. C'est ce que Galton va proposer avec l'eugénisme. Puis on va observer aussi chez Malthus, avec Malthus, que de la même manière que chez toutes les espèces vivantes, on a tendance à occuper tout le territoire qui nous est disponible, puis à prendre ses ressources autant qu'on en est capable. Puis ce qu'on risque de vivre, d'après Malthus, c'est qu'on risque d'arriver à un point où, parce qu'on se reproduit de manière exponentielle, puis qu'on vit sur une planète où les ressources sont limitées intrinsèquement, on va arriver à un moment où on va être trop nombreux. Puis Malthus documente l'effet de la surpopulation chez des espèces, puis il se rend compte que la pression qu'on va finir par faire peser sur notre milieu va suffisamment déglinguer l'environnement autour de nous pour que notre espèce sente les limites du nombre de personnes que notre milieu peut supporter. Puis Malthus, pour pas qu'on en arrive là, avec tout ce que ça peut avoir de souffrant, il nous propose de prévenir le problème de la surpopulation en posant des gestes qui vont nous permettre d'éviter la catastrophe. Puis il va inspirer des gens qui vont proposer des mesures malthusiennes, des mesures dans lesquelles, par exemple, on va cesser d'aider financièrement les personnes pauvres, de manière à éviter de les encourager à faire des tas de bébés qui vont ensuite alourdir le poids de la charge collective dans la mesure où il va falloir entretenir tous ces enfants-là. Puis dans la mesure où l'écosystème risque d'être esquinté par la surcharge de trop d'êtres humains. Que Malthus, il va avoir toutes sortes de propositions, fermer les frontières, par exemple, où ça essaie de soutenir les pauvres dans leur intention de faire des tas de bébés. Bon, ces mesures-là, nous, on les a pas toutes adoptées, mais il y a des pays qui sont allés assez loin dans l'adoption de mesures pour endiguer le problème de la surpopulation. C'est pas toujours des mesures qui sont douces. Depuis quand on est arrivé à un point où il peut y avoir réellement une surpopulation, on pourrait, à l'échelle planétaire, là, voir un point tournant important dans la révolution industrielle. D'ailleurs, Jade Morel nous a fait un exposé là-dessus. Elle nous a fait un exposé pour nous montrer que au moment de la révolution industrielle, on a développé des machines d'une grande puissance qui permettent de faire augmenter massivement la production industrielle. Ces machines-là, le principal point tournant
qui permet leur développement, c'est le développement de la machine à vapeur. Avec des machines à vapeur, on peut fabriquer des usines mécanisées dans lesquelles on va produire ce qu'auparavant des artisans devaient produire. Ça va être le cas, par exemple, avec la mule Jennings qui permet de fabriquer du tissu en très, 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 très grande quantité. Mais cette production industrielle-là de tissu va permettre d'améliorer beaucoup la disponibilité des biens en Occident, puis de transformer beaucoup le marché du travail. Les travailleurs qui étaient auparavant des artisans sont remplacés par des travailleurs non spécialisés qui vont surveiller le fonctionnement des machines plutôt que de faire le travail eux-mêmes manuellement. Puis on va avoir besoin d'alimenter toutes ces machines à vapeur-là, d'abord avec beaucoup, beaucoup de bois, puis ensuite, quand il n'y aura plus de bois, ça va nous prendre du charbon à la tonne. Puis pour sortir ce charbon-là du sol, ben, il va falloir qu'on fasse appel à beaucoup, beaucoup de travailleurs, une force de travail là, qui va voir ses conditions de vie se transformer massivement. Les campagnes vont on va assister à un exode rural, c'est-à-dire que les gens qui vivent dans les campagnes vont venir vers les villes là où la mécanisation de l'industrie crée des emplois nombreux, puis où on peut espérer tirer notre partie de cette transformation-là de l'économie. Puis assez rapidement, on va voir que les conditions des travailleurs qui sont dans le bas de l'échelle, dans ce système nouveau-là qui est permis par la révolution industrielle, on va voir leurs conditions de vie se détériorer. Puis c'est ce que Marx va voir et dénoncer. Vous vous souvenez que dans les résumés qu'on a vus au début de l'année, on avait parlé d'Adam Smith qui nous disait que les humains sont naturellement égoïstes, puis qu'on devrait donc tirer profit de cette caractéristique-là pour construire une économie la plus florissante possible sur la base de la concurrence entre les individus. Mais Marx, lui, n'est pas tout à fait de cet avis-là. Il constate lui aussi que dans un contexte où les humains grandissent dans une économie libérale, où chacun est incité à tirer le plus de profit personnel possible de son travail ou de sa position économique, bien, il va y avoir des individus qui effectivement vont travailler très très fort, mais qui ne seront pas nécessairement si bien rémunérés que ça. Il va constater que de grandes inégalités vont apparaître, puis que le modèle économique basé sur l'égoïsme libéré donne pas les résultats qu'on aurait pu espérer. Il donne pas comme résultat une société tellement opulente que tout le monde vit bien. Non, ce qu'il donne, c'est une société dans laquelle les classes sociales deviennent de plus en plus séparées les unes des autres. Les propriétaires des entreprises s'enrichissent fabuleusement, tandis que les ouvriers, eux, vont voir leurs conditions se détériorer massivement. Puis au 19e siècle, les enfants travaillent aussi, puis les femmes, des fois, dans des conditions horribles, avec des salaires très inégaux. C'est ce qui va faire dire à Marx qu'au lieu de laisser les propriétaires s'accaparer des moyens de production pour ensuite se contenter, nous, les autres citoyens, de travailler pour eux, puis en les laissant déterminer combien de salaire on mérite, ben Marx va proposer qu'on devienne collectivement propriétaire des moyens de production de manière à pouvoir tirer tout le profit possible de notre propre travail, dans la mesure où on ne laissera pas une partie des fruits de notre travail être accaparés par les propriétaires de l'usine. Si on est nous-mêmes propriétaires de l'usine, les classes sociales qui se séparent en ce moment vont disparaître, puis il va y avoir une seule classe sociale, ça va être la classe sociale des prolétaires, les prolétaires propriétaires des entreprises, propriétaires collectivement de tous les aspects de notre économie. Puis comme ça, puisqu'on sera collectivement propriétaire de tous les aspects de notre économie, on pourra avoir un monde dans lequel chacun obtient ce dont il a besoin, puis où chacun produit selon ses capacités, à chacun selon ses besoins, de chacun selon ses capacités, dans un contexte de propriété collective des moyens de production. C'est ça le rêve qui nous est proposé par Karl Marx. On va voir la suite, on va voir la pensée de son gendre notamment,
puis de ceux qui vont venir après dans la prochaine partie du résumé de la session.